vous voyez, les signes d'une inflation qui commence à s'accélérer sont de plus en plus évidents. Nous sommes en train de vivre une inflation vraiment significative. Ce qui est fascinant, c'est que nous augmentons les prix, les gens augmentent les prix pour nous, et tout cela est accepté sans trop de résistance. Prenons la construction de maisons, par exemple. Nous avons 9 entreprises de construction de maisons, en plus de notre activité de logement manufacturé, la plus grande du pays. Donc, on construit vraiment beaucoup de maisons, mais les coûts ne cessent de grimper. Les prix de l'acier montent en flèche, littéralement chaque jour. Et tout ça se produit alors que les salaires n'ont pas encore suivi. Imaginez que vous signez un contrat de 3 ans avec un fournisseur, mais si vous achetez de l'acier chez General Motors ou ailleurs, vous paierez plus cher chaque jour. On se retrouve dans une économie qui bouillonne littéralement, et on ne s'y attendait pas du tout. Toutes nos entreprises se demandaient ce qui se passerait quand on pourrait enfin retourner au travail, surtout après avoir dû fermer certaines opérations. Nos magasins de meubles, par exemple, ont été fermés pendant des semaines. Et ils ne savaient pas à quoi s'attendre en rouvrant. Mais voilà, les gens ne peuvent pas s'empêcher d'acheter. On a du mal à livrer les commandes, mais les clients nous disent « Pas de souci, on attendra 3 mois, s'il le faut, car de toute façon, personne d'autre ne peut les livrer non plus. » On pensait que tout cela ralentirait une fois les aides gouvernementales terminées, mais non, ça continue encore et encore. Chaque semaine, je reçois des rapports sur nos magasins à Chicago, Kansas City, Dallas, et c'est la même chose partout, ça n'arrête pas. Les gens ont de l'argent en poche et ils acceptent de payer plus cher. Et quand les prix des tapis augmentent d'ici 1 ou 2 mois, on le constate aussitôt, car nos coûts montent également. Les chaînes d'approvisionnement sont complètement perturbées, c'est presque comme une frénésie d'achat, sauf dans certains secteurs comme les voyages aériens internationaux. Là, c'est différent, mais l'argent circule dans d'autres parties de l'économie, et tout le monde semble avoir plus d'argent en poche qu'avant. Cependant, il faut dire que c'est une situation désastreuse pour une partie de la population. Par exemple, ça fait pratiquement 1 an que je n'ai pas porté de costume, ce qui signifie que les teintureries ont mis la clé sous la porte. Personne n'apporte plus ses costumes pour le pressing, ni même ses chemises blanches. Les petits entrepreneurs qui comptaient sur ce genre de service ont dû fermer boutique, à moins qu'ils n'aient pu s'adapter avec des services de livraison et de ramassage. Pour les restaurants, ça a été difficile, c'est sûr. Mais de l'autre côté, ceux qui ont pu proposer des plats à emporter ont vu leur vente exploser. Prenez Dairy Queen, par exemple, leurs ventes dans les mêmes établissements ont énormément augmenté. Ils ont su s'adapter. Mais aujourd'hui, l'économie n'est plus vraiment sensible au prix. On ne sait pas trop comment cela se traduit dans les différents indices de prix, mais il y a clairement plus d'inflation en cours, bien plus que ce que les gens auraient pu imaginer il y a seulement 6 mois. Et il y a même des personnes très intelligentes qui pensent que c'est dangereux et que ce n'est que le début. L'inflation va nous affecter, c'est certain. Nous allons en voir sur le long terme, et les politiques que nous adoptons dans ce pays en ce moment stimulent des choses qui, inévitablement, entraîneront des conséquences inflationnistes. Et à mesure que nous empruntons de l'argent au reste du monde, il serait très tentant pour les politiciens, dans le futur, de décider de rembourser le monde avec des dollars qui valent beaucoup moins que ceux qu'ils ont empruntés. C'est la manière classique de réduire l'impact et le coût de la dette extérieure, et on accumule beaucoup de cette dette en ce moment. Ce qui est curieux, c'est d'entendre les politiciens parler de l'argent des contribuables comme si c'était eux qui payaient tout cela. Mais en réalité, les impôts n'ont pas augmenté dans ce pays. Les contribuables ne paient pas plus qu'il y a quelques années. En fait, les recettes fédérales de cette année sont plus faibles qu'elles ne l'étaient il y a quelques années, autour de 2,6 trillions de dollars. Donc, on prend moins d'argent aux contribuables. Les véritables payeurs, ceux qui paieront pour tout ce qu'on fait d'aujourd'hui, seront probablement ceux qui détiennent des investissements en dollars à taux fixe, ceux qui découvriront que leur pouvoir d'achat sera bien moindre au moment de récupérer leur investissement. Alors, on peut dire que ce sont probablement les Chinois qui paient la facture des bonus de l'AIG, en termes de perte de pouvoir d'achat dû à leurs avoirs en titre du gouvernement américain. Mais c'est plus facile de dire que ce sont les contribuables qui paient, même si en réalité, ce n'est pas le cas. Je lis souvent que les contribuables sont en train de financer ceci ou cela, mais mes impôts n'ont pas augmenté, les vôtres non plus. Et bientôt, ils vont même me rendre 250 $. Les contribuables n'ont rien payé jusqu'à présent. Mon avis est que la facture finale de tout cela sera payée par une réduction de la valeur réelle des investissements en dollars à l'avenir. Et c'est probablement ce qui va se passer, parce que c'est la solution la plus facile à mettre en place. Donc, on verra beaucoup d'inflation. La meilleure protection contre l'inflation,
c'est votre propre capacité à gagner. Si vous êtes le meilleur professeur, le meilleur chirurgien, le meilleur avocat, peu importe la monnaie, vous obtiendrez toujours votre part des biens et services des autres. Que ce soit en coquillages, en marks ou en dollars, votre capacité à gagner est la meilleure protection. Ensuite, la deuxième meilleure protection, c'est un excellent business. Si vous possédez une marque comme Coca-Cola, vous obtiendrez une part du travail des gens dans 20, 50 ans, peu importe l'évolution des prix, parce que les gens continueront à donner quelques minutes de leur temps pour savourer une canette de ce qu'ils aiment. Alors, ces deux choses sont les meilleurs atouts, votre propre capacité à gagner, d'abord, et ensuite celle d'une entreprise formidable qui ne nécessite pas de gros investissements en capital. Si votre business demande beaucoup de capital, l'inflation vous fera mal. Avec ces principes en tête, je dirais que la meilleure chose à faire, c'est d'investir en vous-même. Oui, si vous êtes jeune, devenez neurochirurgien et investissez dans Coca-Cola. En ce moment, si on compare les actions aux obligations d'État et qu'on les évalue avec les taux d'intérêt actuels, les actions sont vraiment bon marché. La grande question, c'est de savoir ce que vont faire les taux d'intérêt à long terme. Mais on a déjà une idée de leur évolution en regardant la courbe des rendements sur 30 ans. C'est une période fascinante. On n'a jamais vraiment vu ce que ça donne d'injecter autant d'argent dans l'économie, à la fois par des mesures fiscales et une politique monétaire avec des taux d'intérêt proches de zéro. C'est agréable pour l'instant, mais dans l'économie, il y a une règle à ne jamais oublier, chaque action entraîne une réaction. On envoie des sommes colossales sur le marché. Le président l'a dit mercredi, 85% des gens vont recevoir un chèque de $1 400. Et il y a quelques années, on disait que 40% des Américains n'avaient même pas $400 de côté en cas d'urgence. Maintenant, 85% des gens reçoivent de telles sommes, et jusqu'ici, ça n'a pas eu de conséquences désagréables. Les gens se sentent mieux, ceux qui reçoivent l'argent se sentent mieux, et ceux qui prêtent l'argent ne se sentent pas aussi bien, mais ça fait grimper les actions, ça fait prospérer les entreprises, et ça rend l'électorat heureux. Mais est-ce que ça va entraîner d'autres conséquences? Si rien d'autre ne se passe, on peut s'attendre à ce que ça continue de cette manière pendant un bon moment. Mais chaque action a des conséquences en économie. C'est pour ça que des entreprises comme Google et Apple, on ne possède pas Google, ni Microsoft, sont si incroyables. Elles ne nécessitent pas beaucoup de capital et elles génèrent énormément d'argent. Et si vous cherchez des obligations qui rapportent plus que celles du gouvernement fédéral, c'est difficile. On a 100 milliards qui rapportent seulement 30 ou 40 millions de dollars par an, selon les taux à court terme. C'est là que les autorités monétaires veulent nous pousser, elles font pression sur l'économie, et on le voit de manière encore plus extrême en Europe. Elles poussent, et la politique fiscale aide aussi. Les gens se sentent bien, et ils deviennent insensibles aux chiffres. 1 trillion, ça ne signifie plus rien pour eux, mais $1 400, ça a du sens. Alors, on verra bien où tout cela nous mène. Pour Charlie et moi, c'est de loin le film économique le plus intéressant qu'on ait jamais vu. Même les économistes professionnels ont été pris de court. Churchill avait dit de Clément Attlee qu'il était un homme très modeste et qu'il avait de bonnes raisons de l'être. Eh bien, c'est un peu ce qui est arrivé aux économistes. Ils étaient 6 sur 2, et finalement, le monde s'est révélé bien plus complexe qu'ils ne le pensaient. Keynes disait déjà il y a longtemps que l'inflation est un impôt invisible que seulement un homme sur 1 million comprend vraiment, un impôt sur ceux qui ont eu confiance dans la monnaie émise par le gouvernement. La meilleure protection contre l'inflation, le meilleur investissement, c'est d'améliorer vos compétences, vos talents. Très peu de gens maximisent leurs talents. Si vous développez vos compétences, que vous soyez avocat, médecin ou autre, c'est la meilleure protection contre une monnaie qui pourrait rapidement perdre de sa valeur. Le meilleur investissement passif, c'est de posséder une bonne entreprise. Si tu possèdes une part dans une bonne entreprise, il est très probable que tu gardes ton pouvoir d'achat, peu importe ce qui arrive à la monnaie. Mais c'est intéressant de voir qu'aux États-Unis, la valeur du dollar a chuté de 94% depuis ma naissance, pour ne plus valoir que 6 centimes. L'inflation, c'est un impôt très cruel pour ceux qui font confiance au dollar fixe. Mais même en période d'inflation, les choses peuvent bien se passer. Si quelqu'un m'avait dit à ma naissance qu'un billet d'$1 ne vaudrait plus que 6 centimes, j'aurais pu dire, non merci, je préfère ne pas naître dans un tel monde. Et pourtant, les choses ont bien fonctionné, donc je n'ai pas de plainte à formuler. Investir en soi-même est la meilleure chose que tu puisses faire. Tout ce qui améliore tes talents, personne ne pourra jamais te l'enlever. Peu importe l'ampleur des déficits ou si le dollar perd beaucoup de sa valeur,
tant que tu as des compétences et que tu les as développées au maximum, tu possèdes un atout incroyable. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller à l'université, mais il est crucial de trouver des moyens d'améliorer ses compétences, surtout en communication. Personnellement, j'ai suivi le cours de Dale Carnegie pour lequel j'ai payé $100, et ça m'a rapporté bien plus qu'un diplôme universitaire. Je conseille aux étudiants de chercher un travail qu'ils aimeraient faire même s'ils n'avaient pas besoin d'argent. Ne passe pas ta vie en mode automatique en pensant « tout ira bien, je vais juste faire ça, puis ça, et je vieillirai tranquillement ». Tu veux vraiment faire ce que tu aimes. Ce n'est pas toujours évident de le trouver dès le premier job, mais ne lâche pas avant d'y arriver. Tu feras des erreurs dans la vie, c'est certain. Tu ne veux pas les faire dans les grandes décisions, comme le choix de ton partenaire de vie par exemple. Mais dans les affaires ou les investissements, il y aura des erreurs. J'essaie de les minimiser, mais je ne m'attarde pas sur elles. Les plus grosses erreurs, ce sont souvent celles qu'on ne voit pas, les erreurs d'omission plutôt que de commission. Ce ne sont pas les investissements qui ont échoué, mais ceux que je savais qu'il fallait faire et que je n'ai pas fait. J'ai perdu des milliards de dollars en ne prenant pas certaines décisions alors que j'avais toutes les informations nécessaires. Par contre, ne pas avoir investi dans Microsoft à l'époque n'était pas une occasion manquée, car je n'en savais pas assez pour prendre cette décision. Mais il y a eu d'autres occasions où j'avais les bonnes infos et, pour une raison ou une autre, je n'ai rien fait ou seulement à petite échelle. C'est comme si je me rongeais les ongles alors que j'aurais dû signer des chèques. Ces erreurs-là, elles ne sont visibles nulle part, il n'y a pas de trace des opportunités manquées, mais j'ai loupé des coups énormes. Les succès dans la vie sont partiellement des succès justement parce que tu sais que tout ne sera pas un triomphe. Et je ne me laisse jamais obséder par les erreurs. Je connais des gens qui se torturent vraiment avec ça, mais ça ne vaut pas le coup. Demain est un autre jour, et il faut juste avancer. Dans ce que je fais, il faut penser de manière indépendante. Si je fais ce que tout le monde fait, ça ne sert à rien, surtout dans les investissements. J'ai besoin d'un environnement qui me permette de penser par moi-même, et heureusement, j'ai un partenaire incroyable, Charlie Munger. Tu ne trouveras personne de plus intelligent ou de meilleure qualité que lui. On pense de la même manière sur beaucoup de sujets, donc on n'a pas besoin de parler souvent. Je sais comment il pense, il sait comment je pense, il m'a beaucoup appris. Si je devais rassembler un comité pour prendre des décisions, alors je ne devrais probablement pas diriger l'entreprise. Ça ne me dérange pas d'avoir la responsabilité, mais je ne veux pas soumettre mes décisions à un vote, car j'ai vu trop de comités prendre des décisions de plus en plus homogènes, et je pense que tu n'obtiendras jamais des décisions brillantes dans un grand comité. Pour moi, le QI et le talent sont comme la puissance d'un moteur, mais ce qui compte, c'est l'efficacité avec laquelle ce moteur fonctionne. Beaucoup de gens ont un moteur de 400 chevaux mais n'en sortent que 100 chevaux. Il vaut mieux avoir un moteur de 200 chevaux qui tourne à pleine puissance. Alors pourquoi les gens intelligents font-ils des choses qui les empêchent d'atteindre leur plein potentiel? C'est ça, la vraie question. Tout se résume aux habitudes, au caractère et au tempérament, et surtout à savoir se comporter de manière rationnelle, sans se saboter. Comme je l'ai dit, chacun ici a la capacité de faire ce que je fais, et même bien plus encore. Certains d'entre vous réussiront, et d'autres non. Ceux qui n'y arriveront pas, ce ne sera pas parce que le monde ne le permet pas, mais parce qu'ils se mettront eux-mêmes des bâtons dans les roues. Tu veux t'entourer de personnes qui incarnent le genre de personne que tu aimerais devenir. Tu vas naturellement te diriger vers cette direction. Et la personne la plus importante à cet égard, de loin, c'est ton partenaire de vie. Je ne peux pas insister assez sur l'importance de ce choix. Les amis que tu choisis te façonneront au fil du temps. Fais de bons amis et garde-les toute ta vie, mais assure-toi qu'ils soient des personnes que tu admires, en plus de les apprécier. J'ai une croyance un peu démodée selon laquelle je ne devrais gagner de l'argent qu'avec des choses que je comprends. Et quand je dis « comprendre », je ne parle pas seulement de savoir ce que fait un produit. Je parle de comprendre à quoi l'économie de l'entreprise pourrait ressembler dans 10 ou 20 ans. Par exemple, je sais globalement à quoi ressemblera l'économie de Wrigley, le fabricant de chewing-gum, dans 10 ans. L'Internet ne va pas changer la manière dont les gens mâchent du chewing-gum, ni quel type de chewing-gum ils mâchent. Si tu détiens une grosse part du marché du chewing-gum avec des marques comme Double Mint, Spearmint ou Juicy Fruit, ces marques seront toujours là dans 10 ans. Je ne peux pas prédire les chiffres exacts pour Wrigley, mais je ne serai pas loin. Évaluer une entreprise comme celle-là, c'est ce que j'appelle être dans mon cercle de compétences. Je comprends ce qu'ils font, je comprends l'économie derrière, et je comprends les aspects concurrentiels du business.
Comprendre les conséquences économiques d'une entreprise est différent de prédire qu'une industrie va bien se porter. Quand je regarde les entreprises de l'Internet ou de la technologie, je me dis que c'est formidable, j'adore jouer sur l'ordinateur, je commande mes livres sur Amazon, tout ça. Mais je ne sais pas qui va l'emporter. Et tant que je ne sais pas qui va l'emporter, ça ne m'intéresse pas d'investir, je préfère jouer sur l'ordinateur. Définir ton cercle de compétences est l'aspect le plus important de l'investissement. Ce n'est pas la taille de ton cercle qui compte. Tu n'as pas besoin d'être expert en tout, mais il est crucial de savoir où se trouvent les limites de ce que tu sais et de ce que tu ne sais pas, et de rester à l'intérieur de ces limites. Tom Watson Sr., qui a fondé IBM, disait dans son livre « Je ne suis pas un génie, mais je suis intelligent sur quelques points et je reste concentré sur ces points. » C'est là le secret. Si je comprends certaines choses et que je me concentre sur ces domaines, je vais bien m'en sortir. Mais si je ne comprends pas quelque chose, même si ça m'enthousiasme parce que mes voisins en parlent et que les actions montent, si je commence à investir dans des choses que je ne comprends pas, tôt ou tard je vais me planter, et ce sera mérité. J'ai rencontré Bob Woodward, juste après qu'il ait sorti Les Hommes du Président, et à 30 ans, il commençait à devenir assez riche. On a pris un café ou un déjeuner à l'hôtel Madison, et il m'a demandé, que dois-je faire de cet argent? Je lui ai dit qu'investir, c'est comme se donner à soi-même la bonne histoire. Je lui ai dit, imagine que Ben Bradley te demande ce matin d'écrire un article sur la valeur de l'entreprise Washington Post. Que ferais-tu? Tu passerais un mois à interviewer des gens, à parler aux courtiers en télévision, en journaux, aux propriétaires, pour évaluer chaque actif. C'est ce que je fais, je me donne la bonne histoire, et c'est tout. Maintenant, il y a des histoires que je ne peux pas écrire. Si tu me demandes d'écrire sur la valeur d'une entreprise glamour mais non rentable, je ne saurais pas comment faire. Mais si tu me demandes d'écrire sur la valeur de Potomac Electric Power, là, je peux écrire l'histoire. C'est ce que je fais tous les jours, depuis plus de 50 ans. Je peux peindre ce que je veux, je n'ai pas à suivre ce que Wall Street me dit de faire pour le prochain trimestre ou autre chose du genre. Je possède le pinceau, je possède la toile, et cette toile est illimitée. C'est un jeu formidable, et je peux le faire tous les jours avec des gens que j'aime. Je n'ai pas besoin de m'associer avec quelqu'un qui me retourne l'estomac. J'ai souvent dit que si tu arrives à 65 ou 70 ans et que les personnes dont tu veux l'amour t'aiment vraiment, alors tu as réussi. Je n'ai jamais vu quelqu'un arriver à cet âge, sauf en cas de grande pauvreté ou de douleur extrême, et avoir beaucoup de gens qui l'aiment sans être heureux. J'ai vu des gens très très riches, qui maintenant à 86 ans, ont beaucoup d'argent, mais ça n'a pas fonctionné dans leur famille. Ils ne se sentent pas bien avec leurs enfants, ou leurs enfants ne se sentent pas bien avec eux. Mais quoi qu'il en soit, ils ont échoué dans la tâche la plus importante qu'ils avaient, celle de transmettre des valeurs et d'entretenir des relations personnelles. Parfois, ça arrive à cause de facteurs extérieurs, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un, peu importe sa situation économique, qui pense que sa vie est un échec quand il est entouré d'amour. J'ai connu un homme extrêmement riche, mais il avait placé beaucoup d'argent au nom de ses enfants, mais il ne voulait absolument pas qu'ils aient le moindre contrôle là-dessus. Une fois par an, il les invitait à dîner et essayait de les convaincre de signer leur déclaration d'impôt en blanc. Imagine ça, tu as 4 enfants, et aucun d'eux n'a suffisamment confiance en toi, ni toi en eux, pour que ça fonctionne autrement. C'est de la folie, non? Il les manipulait pendant ce dîner, et il savait exactement ce qui se passait. Une fois par an, il les soudoyait en quelque sorte pour qu'ils signent cette déclaration en blanc, afin qu'ils puissent la remplir et la déposer sans qu'ils sachent quoi que ce soit sur ce qu'ils avaient vraiment. J'ai vu ça à plusieurs reprises chez des gens qui avaient réussi. J'ai vu d'autres cas aussi, mais le succès peut parfois ressembler à un échec total dans les affaires. Je doute que ces gens-là se sentent vraiment bien dans leur vie. Prenons l'exemple de la gestion de capital à long terme, une histoire fascinante que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être. Si tu prends des gens comme John Murray-Otter, Eric Rosenfeld, Larry Librand, Greg Hawkins, Victor Hagan, et même les 2 lauréats du prix Nobel, Merton et Scholes. Si tu réunis ces 16 personnes, ils ont probablement un QI moyen aussi élevé que n'importe quel autre groupe de 16 personnes travaillant ensemble dans une entreprise, que ce soit chez Microsoft ou ailleurs. Il y avait dans cette salle une intelligence incroyable. Ajoute à cela le fait que ces 16 personnes avaient une expérience étendue dans le domaine dans lequel ils opéraient. Ce n'était pas un groupe de gars qui avaient gagné de l'argent en vendant des costumes pour hommes et qui se sont soudainement lancés sur le marché des valeurs mobilières. Ils avaient ensemble probablement 350 ou 400 ans d'expérience dans ce qu'ils faisaient. Et pour couronner le tout, la plupart d'entre eux avaient pratiquement tout leur patrimoine dans l'affaire.
ils avaient des centaines de millions de dollars de leur propre argent en jeu. Une intellect incroyable, une expérience vaste dans leur domaine, et pourtant, ils ont fini par faire faillite. Pour moi, c'est absolument fascinant. Si un jour j'écris un livre, il s'intitulera Pourquoi les gens intelligents font des choses stupides. Mon partenaire dit que ça devrait être une autobiographie, mais bon. C'est un exemple intéressant. Et ces gens sont parfaitement respectables, je les admire même. Ils m'ont aidé quand j'avais des problèmes avec Salomon Brothers, et ce ne sont pas des mauvaises personnes du tout. Mais pour gagner ce qu'ils n'avaient pas et n'avaient pas besoin, ils ont risqué ce qu'ils avaient et dont ils avaient besoin. C'est de la pure folie. Peu importe ton QI, si tu risques quelque chose d'important pour quelque chose d'insignifiant, ça n'a tout simplement aucun sens. Je m'en fiche si les chances de succès sont de 100 contre 1, ou même de 1 million contre 1. Si tu me donnes une arme avec 1 million de chambres et qu'une seule contient une balle, et que tu me dis de la pointeur sur ma tempe, combien veux-tu être payé pour appuyer sur la détente? Je ne le ferai pas, peu importe la somme. Ça n'a aucun intérêt pour moi, et je pense que le côté négatif est assez évident. Donc, je ne m'intéresse pas à ce genre de jeu. Pourtant, les gens prennent des risques insensés sans vraiment y réfléchir. Je vais te dire une chose que je n'avais pas réalisée en sortant de l'école, à quel point la personne moyenne peut se démarquer, et pas forcément parce qu'elle a un QI de 200 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment lié à son comportement, à l'énergie qu'elle apporte, à son engagement, à la qualité de son travail, à la façon dont elle traite les autres. Toutes ces petites choses font qu'une personne se distingue bien plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Une des choses que tu devrais faire, que tu aimes ou non, c'est de devenir très à l'aise avec la prise de parole en public. C'est une compétence qui durera 50 ou 60 ans. Si tu n'aimes pas ça et que tu te sens mal à l'aise en le faisant, ça va te suivre pendant ces 50 ou 60 ans, et c'est pourtant une compétence nécessaire. Beaucoup de compétences ne sont que des compétences humaines. Si tu parviens à tirer le meilleur des personnes autour de toi, c'est un talent rare. Et ça n'a rien à voir avec le QI. Ça se corrèle avec une attitude envers le monde et envers les autres. C'est un talent que tu devrais développer dès maintenant, en étant vraiment conscient de ça. Tu n'as pas besoin de surpasser les autres, tu n'as pas besoin d'être plus intelligent qu'eux ou autre chose. Ce que tu veux, c'est faire ressortir le meilleur en eux, et ça te rapportera d'énormes dividendes dans la vie.